Alors, l'hypothèse, c'est donc la formation de la macrocycle et formation d'un ionophore. Donc un ionophore, c'est quoi? C'est la formation en fait d'un espèce de canal. Vous auriez toutes les molécules qui s'organiseraient en interaction avec le phospholipide qui serait apolaire, avec la partie apolaire de la molécule ici, la partie polaire tournée vers l'intérieur, ce qui conduirait formellement à la formation d'un canal qui permettrait le passage des ions de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc après, comment ça marchait, ça, l'histoire ne le disait pas. Mais en fait, ça paraissait quand même assez tordu. Et donc nous, on a démontré tout d'abord que c'est impossible, c'est totalement impossible. Comment? Alors en synthétisant tout d'abord ces deux molécules-là. Alors, si on a formation d'un macrocycle, il faut qu'une charge positive interagisse avec une charge négative quelque part. Alors comme vous le voyez, ces deux molécules-là, dès le départ, elles ont des mics identiques à la scolamine, 2,5 microgrammes par millilitre. Et d'autre part, ici, vous voyez bien que si vous avez cette chaîne aminée ici, avec deux carbones ici, étant donné que vous n'avez pas de groupement négatif ici, vous ne pourriez pas avoir deux formations de macrocycles, d'autre part, parce que la chaîne est vraiment très courte. Hein. Mais par contre, si on allonge la chaîne ici, on pourrait dire qu'on pourrait avoir la formation d'un macrocycle, même si on raccourcit celle-là. Mais c'est totalement faux, parce qu'en fait, quand on fait de la modélisation moléculaire, ici c'est la scolamine que j'ai modélisée, on se rend compte qu'ici on a le groupement sulfate, et ici en bleu ce sont les noyaux d'azote. Et donc vous voyez bien qu'en fait, ils n'ont qu'une idée, c'est de partir chacun dans leur coin, et non pas de se rapprocher, et quelles que soient les contraintes que l'on peut imposer au système, on ne formera jamais de macrocycle. Et donc ça va dans le sens de l'hypothèse qu'il n'y a pas de formation de ionophore. Donc s'il n'y a pas de formation de ionophore, comment ça peut marcher? Alors, on va tout d'abord s'intéresser aux bactéries gram-négatives. Donc ici, je vous ai représenté la structure membranaire d'une bactérie gram-négative, donc avec typiquement donc, le lipida, constitué de la paroi externe, qui est agencé avec des ponts calcium, magnésium, mais on les reverra un peu plus tard, et la membrane interne ici. Okay. Et donc cette membrane-là, ça constitue une barrière vis-à-vis de tous les toxiques que vous pouvez avoir dans le milieu. Alors, les premières manips qu'on a fait, elles ont été faites sur différentes souches multidrogues résistantes, gram-négatives, soit Enterobacter aerogenes, ou bien Escherichia coli. Alors, des souches isogéniques ici, là également dans certains cas, donc qui surexprimaient ou réprimaient l'expression de certaines, par exemple, porines ou pompes des flux. Là, typiquement, une Enterobacter aerogenes qui n'a pas de porine, mais qui surexprime les pompes des flux, ben, on a une mic de 4 pour la scolamine. Chez Enterobacter aerogenes stolcé, donc pas de porine, pas de pompe des flux, mais toujours la même mic environ. D'accord? Exactement, pour celle-là, exactement pareil. La seule divergence vient lorsque l'on a vraiment une surexpression des porines, une surexpression des pompes des flux et du lipopolysaccharide qui est altéré. Mais quand même, on conserve une bonne activité de l'ordre de 10 à 12 microgrammes par millilitre. Dans le cas d'Escherichia coli, alors là c'est quand même un peu plus visible, on voit qu'en fait en ayant Escherichia coli AG100, et tu possèdes des pompes des flux de type Acrabé. Donc on a des mics de 2 microgrammes par millilitre. Dans le cadre de AG100A, on n'a pas de pompe d'Acrabé, mais bon, on a toujours la même mic. Et dans le dernier cas, en fait, on a surexpression de très nombreuses pompes des flux, sauf Acrabé. Et on a encore la même activité. Donc tout ça, ça conduit au résultat de dire qu'en fait, les porines et les pompes des flux ne sont pas très importantes vis-à-vis de la scolamine. En fait, elles n'ont aucune activité vis-à-vis de la scolamine. En étant un peu plus loin, on a essayé de comparer ça, la scolamine, vis-à-vis de différents antibiotiques. Norfloxacine, chloramphénicol, céphépime, colistine, qui appartiennent tous à des classes différentes, sur les mêmes souches que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a certaines souches qui sont vraiment résistantes à la norflo, par exemple, au chloramphénicol, à la céphépime. Le seul composé qui possède des mics comparables à celles de la scolamine, c'est la colistine. Donc, dans ce cadre-là, alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Comme conclusion, c'est qu'on a une bonne activité, quel que soit le type de souche que l'on a testé, dans ce cas-là. On a des mics qui varient de 1 à 12 microgrammes par millilitre. Que la scolamine, en fait, ne rentre pas par les porines. Que la scolamine, en fait, comment elle rentre? Pour l'instant, c'est encore une question en suspens. Par contre, que la scolamine n'est pas effluée par les pompes qui peuvent être surexprimées par les bactéries. Que la colistine et la scolamine présentent donc des activités antimicrobiennes qui seraient similaires. Et la question, ce serait de se dire, est-ce que la scolamine n'aurait pas le mécanisme d'action qui serait similaire à celui de la colistine? Alors, on va essayer de répondre à ça. Alors, la colistine,
c'est ce polypeptide-là, d'accord? Donc il possède deux phases très importantes, hein. Une phase hydrophile, ici, et une phase hydrophobe, qu'on pourrait négliger, a priori comme ça, mais en fait qui est capitale, comme vous le verrez par la suite, sur comment marche la polymyxine. Si on essaye de faire un parallèle avec la scolamine, alors vraiment en taillant à la hache, on peut dire qu'ici on a une partie hydrophile, ok, avec la chaîne polyaminée, et que là on serait phase hydrophobe, même si la présence d'un hydroxyle et d'un sulfate tendrait à rendre quand même cette phase légèrement hydrophile. Donc voilà, maintenant on va essayer de voir la structure du lipida, puisqu'en fait c'est la première barrière avec laquelle la cholestine ou bien la scolamine va rentrer en contact. Alors le lipida c'est quoi? Ben, c'est typiquement ça, d'accord? Et la membrane est formée de telle façon qu'en fait on a des lipidas qui interagissent par la formation de ponts bivalents avec des ions magnésium ou bien calcium, avec les phosphates ici présents, d'accord? Et donc en fait c'est ça qui stabilise la membrane et l'intégrité membranaire de la bactérie. Alors quel est le mécanisme d'action de la cholestine? Alors ça c'est relativement bien connu, on va dire. On a tout d'abord association, alors perméabilisant, je ne vois pas mieux être perméabilisant, je vais mettre de la cholestine carrément, ça va être très vite en besogne. On associe la cholestine avec le lipopolysaccharide par sa face polaire, ici, qui va permettre de dissocier les ponts lipidiques et d'augmenter la perméabilité membranaire. À ce moment-là, on va avoir insertion de la queue hydrophobe, qui va être très bien ici, puisqu'en fait, elle va retrouver un élément qui est mieux que ce qu'elle a à l'extérieur, qui va s'insérer, ce qui va avoir pour effet de drainer la molécule à l'intérieur de cette paroi-là, et donc permettre d'accentuer la perméabilité de la bactérie. Et ensuite, une fois qu'elle aura traversé, eh bien, en fait, elle va pouvoir conduire à la mort de l'oxygène. Alors dans le cas de la scolamine, on est parti, on va dire, macroscopiquement, et on va aller moléculairement, parce que le chimiste, il adore tout ce qui est molécule. Quand tout est macroscopique, c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est que c'est pas assez fin pour le chimiste. Donc tout d'abord, on a essayé de voir quels étaient les changements morphologiques chez Pseudomonas aeruginosa après traitement par la cholestine ou bien par la scolamine, et ce par microscopie électronique. Donc ici, vous avez un pio classique, bien dans son milieu, avec sa double paroi, vous voyez bien, voilà, pleine forme. Ici, un pio traité par la cholestine, déjà il va moins bien. Donc là, on voit ce qu'on appelle des plebs. Donc en fait, c'est des endroits par où sort tout le matériel cytoplasmique dans le milieu. Et directement, si on compare les deux images ici, donc ici c'est un pio traité par de la scolamine, on voit que déjà les images ne sont pas pareilles. Hein. On voit ici simplement la présence de poursurflure, et d'autre part, on voit qu'elles sont complètement vidées. Hein. Donc là, par exemple, elles sont totalement vides, il ne reste plus que l'enveloppe. Donc en fait, déjà, d'un point de vue macroscopique, on se dit, ben voilà, la cholestine, est-ce qu'elle va marcher pareil que la scolamine? C'est pas gagné. Donc ici, je vous présente ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'abord de faire un time case study de la scolamine et de la cholestine à l'ormique sur une période de 4 heures vis-à-vis des Escherichia coli. Donc ici, vous avez le contrôle de croissance. Ici, vous avez le traitement par la cholestine. Donc on voit qu'en fait, au bout de 4 heures, de la cholestine, on a une réduction de 5 log, toute la mort, c'est parfait. Par contre, la scolamine, ben, en fait, il faut que 2 heures. En 2 heures, on atteint une réduction de 5 log. Donc déjà, on a un effet de la scolamine qui est plus rapide et plus fort que celui que l'on observe avec la cholestine. Alors, la cholestine étant dite comme détruisant la membrane et l'intégrité membranaire, est-ce qu'il y a une destruction de l'intégrité membranaire dans le cadre du traitement avec la scolamine? Donc pour ce faire, on a mis au point différentes méthodes de mesure. On s'est dit tout à fait, si la scolamine interagit ici et détruit, on pourrait peut-être être capable de doser l'ATP. Puisqu'en fait, l'ATP n'est contenu qu'à l'intérieur de la cellule. Il n'y a pas d'ATP extracellulaire ni périplasmique. Donc si on détruit l'intégrité des membranes et qu'on voit de l'ATP, c'est qu'en fait, on aura bien une sortie d'ATP et donc une destruction de cette membrane-là. Alors ça c'était bien, mais alors après il faut doser l'ATP. Alors pour doser l'ATP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point une méthode de luminescence avec la luciferase qui réagit spécifiquement avec les flux d'ATP. Et donc on est capable de quantifier donc cet efflux d'ATP
en fonction du traitement à la scolamine. Donc ça, c'est le résultat que je vais vous présenter maintenant. Donc on a fait varier la concentration de scolamine de 0 à 110 microgrammes par millilitre en fonction du temps. Et ça, c'est des flux d'ATP. Donc en fait, ici, ça c'est le maximum des flux d'ATP que l'on peut obtenir avec la quantité de bactéries qu'on a dans un tube. Et donc on voit que déjà, rien qu'à 20 microgrammes par millilitre en traitement par la scolamine, on a quasiment un effet d'ATP qui est total, et donc qu'on a perdu l'intégrité membranaire chez ces bactéries-là. Et on le note aussi à la MIC qui est à 2 microgrammes par millilitre, c'est ici. On a déjà, on le voit très bien, on a déjà un flux d'ATP qui est mesurable et quantifiable. Ici, on a mesuré les flux d'ATP scolamine, colistine sur 2 souches en parallèle, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli, donc avec la scolamine et la colistine. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, avec la colistine, eh bien, le flux d'ATP, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, puisqu'en fait, si elle est censée détruire les pores, les membranes, en fait, on s'attendait à avoir un effet d'ATP très important. Et en fait, nous, on a un effet d'ATP qui est de l'ordre de 3-4%, donc relativement faible. Par contre, avec la scolamine, on voit qu'en 5 minutes, on a déjà plus de 20% des flux d'ATP, carrément. Et au bout de 20 minutes de temps, déjà 20%, non, on a 20% d'effet d'ATP au bout de 20 minutes. Donc un effet d'ATP qui est très rapide par rapport à celui que vous pouvez noter avec la colistine. Donc dans le même cadre, pour essayer de voir s'il y a une destruction de la membrane, la méthode que je vous ai proposée avant, en fait, ce n'est pas une méthode officielle et reconnue dans la littérature, on a été les premiers à l'appliquer. On a voulu contrôler ça par une autre méthode en utilisant l'iodotropidium. Alors, l'iodotropidium, il est censé réagir avec l'ADN et l'ARN, typiquement, et donc en fait, une fois qu'il est rentré à l'intérieur de la bactérie. Et pour qu'il rentre, c'est un produit en fait qui ne rentre pas s'il n'y a pas de pore ou de destruction de la membrane. Donc si on était capable de voir une fluorescence, puisqu'en fait l'ADN plus l'iodotropidium conduit à une fluorescence, on pourrait dire en fait on a formé des pores par lesquels l'iodotropidium peut rentrer. Donc le parcours qu'on a obtenu, là encore on fait varier la quantité de scolamine en fonction du temps. Et donc en fait avec la fluorescence, et ce qu'on voit, bon là ici c'est le plateau, donc la fluorescence maximum que l'on est censé obtenir, et on voit bien qu'en fait à 20 microgrammes par millilitre de scolamine, et ben, en fait on obtient très rapidement la fluorescence attendue. Donc c'est une courbe qui est, comme vous le remarquez, sensiblement comparable à celle que l'on obtient avec l'ATP, et donc est en accord avec le fait que l'on doit détruire l'intégrité membranaire de la bactérie gram négative. Alors ça a donné des idées, à savoir, est-ce qu'on pourrait avoir une synergie entre la scolamine et l'érythromycine sur une bactérie gram négative? L'érythromycine est un macrolide, et donc il n'a aucune activité à forte concentration sur les bactéries gram négatives. Typiquement, l'érythromycine a une MIC de 62 microgrammes par millilitre sur une Escherichia coli. Donc l'idée c'était de se dire, si on fait des pores, si on fait des trous avec de la scolamine sur les bactéries, est-ce qu'elle pourrait aider à faire rentrer un macrolide, l'érythromycine, et donc de restaurer une activité de ces bactéries-là à un antibiotique qui n'est pas utilisé dans cette voie thérapeutique. Donc en fait ici, je vous ai présenté, donc vous avez la scolamine utilisée à mix sur 2 sur une Escherichia coli, bien évidemment, à mix sur 2, eh bien, on a 100% de survie bactérienne. Avec l'érythromycine à 5 microgrammes par ml, eh bien, évidemment on est très bas par rapport à la quantité lamique, donc forcément eh bien, on a 100% de survie bactérienne. Par contre, quand vous mélangez les deux, eh bien, vous avez 100% de mort. Donc, ce qui veut dire qu'en fait on a rendu, avec la scolamine à mix sur 2 dans ce cas-là, sensible les bactéries à l'érythromycine. Alors ceci, on l'a développé plus loin, ici, donc en prenant différents types de bactéries, Escherichia coli, Pio, Klebsiella, Enterobacter aerogenes, en utilisant différents antibiotiques, chloramphénicol, ciprofloxacine, tétracycline, imipenem, et en associant à mix sur 5, mix sur 10 de la scolamine. Et ce que l'on voit, c'est qu'on sensibilise ces bactéries à ces différents antibiotiques. Alors, je prends un exemple, par exemple, la ciprofloxacine, la MIC sur AG100, c'est 0,25 microgrammes par millilitre. Si vous mettez de la scolamine à MIC sur 10, eh bien, vous obtenez une MIC de 0,015 microgrammes par millilitre en ciprofloxacine. Donc, on a bien sensibilisé ces souches-là à la ciprofloxacine. De même avec les autres, comme vous pouvez le voir ici, 32, on passe à 1 microgramme par millilitre.